Est-ce qu'on peut commencer les questions-réponses? Ok, très bien. Alors, merci d'abord à tous les orateurs pour leur présentation. Il y avait pas mal de questions. Je vais commencer par une qui est destinée peut-être plus à Pierre-Régis sur les effets indésirables respiratoires initiaux qui révèlent apparemment, enfin qui révèlent du bronchospasme. Est-ce qu'on pourrait les limiter en intensifiant les traitements par bronchodilatateurs, que ce soit de courte ou de longue durée d'action, avant l'introduction de l'Orkambi? Pierre-Régis, tu m'entends? Bon. Vraiment, Pierre-Régis n'est pas tout à fait encore avec nous. Alors, peut-être une question qui serait destinée à Anne Minck sur justement la réversibilité de l'insuffisance pancréatique exocrine chez les nourrissons traités par ivacaftor, où on a vu que plus l'introduction du modulateur tel que l'ivacaftor, plus l'introduction est précoce et plus la réversibilité de l'atteinte pancréatique est possible. Est-ce qu'on peut penser même que ça permettrait de diminuer, voire d'arrêter les extraits pancréatiques chez les enfants traités très jeunes? Jusqu'à présent, merci Philippe, jusqu'à présent, il n'y a pas dans la littérature de précision sur une diminution de posologie d'extrait pancréatique ou voire d'arrêt d'enzymes pancréatiques, mais c'est vrai que je pense que c'est pas collecté et vraisemblablement, si on passe au-dessus du seuil de 200 microgrammes par gramme de façon stable, il est tout à fait envisageable de faire une diminution progressive en surveillant l'enfant et son transit, ses questionnaires de douleurs abdominales, etc., sa croissance, pour les diminuer, voire les arrêter. Mais c'est intuitif et ça ne repose pas sur quelque chose qui a été publié. Très bien. Merci beaucoup. Je vois que Pierre-Régis nous a rejoint. Il y avait pas mal de questions pour toi, Pierre-Régis. D'abord, une question sur l'intérêt des bronchodilatateurs avant la mise sous Orkambi pour essayer de limiter justement ces effets indésirables respiratoires qui relèvent du bronchospasme. Alors, faut savoir que dans notre étude observationnelle, quand on regarde les traitements des patients, la majorité des traitements étaient déjà sous bronchodilatateurs de longue durée d'action. Beaucoup d'entre eux étaient aussi sous corticoïdes inhalés et que dans notre expérience, il n'y a rien réellement qui permet d'éviter ces bronchospasmes quand ils surviennent vraiment. Après, quand les symptômes sont modérés, le fait que les malades soient sous bronchodilatateurs habituellement suffit, mais sinon ça suffit pas. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que c'est un effet indésirable du lumacaftor et que ça ne survient pas avec le tezacaftor, y compris chez les patients qui ont eu des effets secondaires du lumacaftor. Donc les malades qui ont dû arrêter le traitement par Orkambi seront éligibles au Symkevi et seront éligibles au Kaftrio. Très bien. Une question aussi de David Drummond sur pour savoir s'il y avait une adaptation des doses de Luma-Ivacaftor chez les patients cirrhotiques avec des suivis notamment de concentration. Dans la cohorte que tu... Il n'y a rien sur les concentrations. En tout cas, il n'y a pas de suivi de concentration. C'est dosable maintenant, le lumacaftor, ivacaftor, mais ce n'est pas si simple qu'on veut bien le dire. Oui, il y a des adaptations de doses du lumacaftor, ivacaftor chez les cirrhotiques. Très franchement, je ne me souviens plus exactement des doses qui étaient utilisées, mais c'était les doses qui étaient recommandées par Vertex. Et sur le Kaftrio, qui est en principe 2 comprimés le matin, 1 comprimé le soir. Quand il y a une cirrhose, habituellement, on utilise 2 comprimés le matin et on ne fait pas l'ivacaftor du soir. Je continue avec toi, Pierre-Régis, si tu le veux bien. Peut-être que je ne comprends pas, enfin la question, je ne la comprends pas de façon très claire. Une question qui t'était destinée des profils communs chez les patients qui ne répondent pas positivement à Orkambi. Si maintenant je la comprends, oui. Est-ce qu'il y a des éléments cliniques, fonctionnels, de sévérité qui ressortent chez ces patients qui ne répondent pas à l'Orkambi? Alors, la réponse est presque dans la question, parce que la première question, quand on dit ne répond pas à Orkambi,
Il faut définir ce qu'on appelle une réponse à l'Orkambi. Or, et c'est un peu le sujet de ce qui est en cours sur les analyses multidimensionnelles, c'est pas parce qu'on ne répond pas sur le VEMS qu'on ne répond pas à l'Orkambi. Il y a un certain nombre de patients qui voient leur VEMS ne pas s'améliorer, mais qui prennent du poids, qui ont moins d'exacerbations, et ça, c'est une forme de réponse aussi. Très bien. Est-ce qu'on aura d'autres projets prévus à partir de cette étude de suivi de cohorte de patients mis sous Orkambi? Tu les as énumérés, donc la réponse a été en partie donnée aussi dans ta présentation, Pierre-Régis, sur les données de scanner notamment, d'évaluation à 3 ans. Ouais, alors je peux des données, il y en a autant que vous pouvez en avoir. Et des idées, on est preneur de tout et on peut lancer un certain nombre d'analyses. C'est ce qu'on a fait avec toi, Philippe, sur l'étude sur le lung clearance index. J'insiste néanmoins sur les. Je te remercie de la question parce que j'insiste sur les données à 3 ans. Comme ça, on a l'impression que c'est pas forcément très utile. On se dit mais qu'est-ce qu'on va aller analyser les données à 3 ans sous Orkambi, alors que globalement, l'Orkambi est un médicament qui, chez les 12 ans et plus, est amené à disparaître assez rapidement, probablement, avec l'apparition du Kaftrio. Néanmoins, on manque de données à long terme sur les effets des modulateurs de CFTR. Il y a très peu de données à long terme. Les seules données à long terme qu'on ait sont sur l'Ivacaftor. Avant qu'on ait des données sur des molécules plus récentes, il va encore se passer plusieurs années. Et là, on a la possibilité, avec la cohorte française, où il y a 845 patients qui ont été suivis sur 1 an, d'aller dans les CRCM chercher les données de suivi habituelles de VEMS, d'exacerbation, de poids, qui sont finalement des données assez simples, pour s'assurer que l'effet persiste dans le temps. Et je pense que ça serait dommage de s'en priver. Et donc, dans les lettres d'intention pour les projets scientifiques de Vincamuco, on a mis de lettres d'intention pour faire cette extension d'études qui, à mon avis, est extrêmement importante. Très bien, merci. Une question qui est qui est destinée à la fois à toi, Pierre-Régis, mais aussi aux deux Anne, sur la connaissance que l'on a de la poursuite des modulateurs CFTR qui ont l'AMM et qui étaient efficaces chez des patients qui ont été sur l'atteinte extra-thoracique chez des patients qui ont eu une transplantation pulmonaire. En gros, de la poursuite de ces modulateurs dans le contexte de la transplantation. Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on a quelques données là-dessus? Vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. J'ai pas retrouvé j'ai pas cherché spécifiquement chez les patients transplantés, mais j'ai pas retrouvé de données chez les patients transplantés sur les données extra-respiratoires. Je sais pas si Anne, toi, tu as lu des choses là-dessus? Non, parce que c'est vrai que la transplantation, ça concerne plus les adultes, donc c'est vrai que je me suis pas penchée sur ce domaine précis. Je sais pas répondre. Moi, je peux répondre brièvement sur peu de choses. J'ai vu des données présentées dans une conférence, mais non publiées, qui sont un case report sur quelques patients greffés pulmonaires qui ont eu un traitement, c'est aux États-Unis, donc par Trikafta, et qui ont globalement pas d'effet sur la fonction pulmonaire, sur le greffon pulmonaire, on s'y serait attendu, et qui ont pour certains des effets bénéfiques digestifs, mais pas tous, et il y en a qui ont dû arrêter le traitement pour des effets indésirables. Donc pour l'instant, rien de très clair. Simplement deux case reports qu'on a publiés l'année dernière avec Nathalie Stremler à Marseille sur 2 patients transplantés hépatiques qui ont été mis sous Orkambi alors qu'ils étaient transplantés hépatiques depuis 1 année environ. Et donc, une mise en route du traitement, finalement, évidemment, plutôt simple et avec une surveillance accrue et un bénéfice clinique et fonctionnel respiratoire pour ces 2 patients, mais on a très, très peu de données. Une question à Anne sur les effets neuropsychiques, voire psychiatriques, comme tu en as parlé, donc observé sous modulateur de CFTR, et la question qui est posée, que je te pose, est-ce que c'est lié au modulateur? Est-ce que c'est une réactionnelle à la mise en route des modulateurs? Est-ce que tu en sais un petit peu plus? Alors, on sait que le CFTR, il est sécrété au niveau cérébral. C'est difficile de répondre à la question. Est-ce que
Chez les patients déjà dépressifs. Donc, on sait que le taux d'anxiété et de dépression est plus important chez les jeunes ou les patients atteints de mucoviscidose par rapport à la population générale, qu'il y a un certain nombre de patients sous antidépresseurs qui ont été mis sous modulateurs, avec une aggravation qui peut être liée à l'interaction médicamenteuse. Après, ce qui est sûr, et nous on constate dans notre cohorte à Lille des patients qui ont été mis sous Trikafta, que l'amélioration clinique soudaine est pas forcément facile à tolérer sur le plan psychique par les patients. Alors, c'est peut-être les deux, en fait. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Quand on avait commencé Ivacaftor chez les enfants, enfin chez les plus de 12 ans, on a vu un certain nombre d'adultes de Cochin qui, après un enthousiasme débordant dès les premières semaines, se remettaient énormément en question sur maintenant que je ne suis plus aussi pénalisée sur le quotidien, pourquoi est-ce que j'ai pas fait plus d'études? Pourquoi est-ce que je suis simplement camionneur alors que bon, et une remise en question qui était assez douloureuse, à laquelle on ne s'attendait pas. Donc ça ne m'étonne pas que vous ayez ça avec Trikafta. C'est ce qu'on peut voir aussi parfois chez les patients transplantés pulmonaires, mais là il y a un côté très soudain, puisque les patients s'améliorent très vite, qui est déstabilisant sur les projets de vie. Oui, et des regrets. Je voulais faire le parallèle avec la transplantation pulmonaire. Une question qui m'était destinée sur est-ce qu'on a des données sur la tolérance à l'exercice, l'activité physique sous modulateur? Alors sur la tolérance à l'exercice, à ma connaissance, non. L'activité physique sous modulateur, je ne crois pas non plus, mais effectivement, ce sont deux champs investigués. Tolérance à l'exercice, il y a un vague papier dans BMC Pulmonary Medicine cette année sur une dizaine de malades où ils disent que ça s'améliore un peu, mais enfin, c'est pas flagrant. C'était sous Orkambi. Une question pour Anne. Est-ce qu'il y a un risque supplémentaire de tendinopathie sous triple combinaison? Moi, j'ai pas lu ça dans la littérature. J'ai pas trouvé de risque de tendinopathie. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a eu affaire à un cas clinique dans ce centre, mais non. J'avais pas connaissance de cet effet indésirable. Une série de questions maintenant, ce qui sont de commentaires et de questions pour Kitri. Donc, tu as Isabelle Durieux qui est dans le bureau à côté qui te suggère d'enrichir le questionnaire grossesse du registre pour le suivi sous Kaftrio. Merci Isabelle. Et une question de Sophie sur ta connaissance éventuelle d'études sur l'évolution de l'aqualite de la glaire cervicale sous modulateur et notamment sous triple combinaison. Sous triple combinaison, non, j'ai rien lu là-dessus, mais c'est probablement par ce biais que la fertilité est améliorée sous modulateur du CFTR. Mais il y a des études qui vont pas tous dans le même sens pour le moment, donc c'est encore en discussion. Mais probablement par ce biais. Très bien. Peut-être que tu pourras donner une partie de la réponse de la contraception à préconiser chez les femmes atteintes de mucoviscidose et donc traitées par modulateur de CFTR. Alors pour l'Orkambi, on a été ennuyé du fait des interactions médicamenteuses avec les contraceptifs œstroprogestatifs habituels. Donc on a pas mal utilisé les stérilets, y compris chez des nullipares. Et à part les cas où ils sont pas bien tolérés, où on est un peu ennuyé, on a pas mal utilisé cette technique de contraception. Et de la même façon, comme vous êtes un gros centre, est-ce que vous avez eu des grossesses de patientes sous modulateur? Alors la question est posée du Kaftrio, mais on peut peut-être poser plus la question de l'Ivacaftor ou de l'Ivacaftor, l'Humacaftor. Alors Kaftrio, évidemment, non. Non. Ivacaftor, à ma connaissance, non. Et Orkambi, pas encore, mais à venir probablement. D'accord. Allez, une question que je te pose, c'est moi qui te pose la question, Kitri. Tu as utilisé le terme de bébé en bonne forme. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de malformation visible ou est-ce que donc de bébés qui sont en apparence bien portants, ou est-ce qu'il y a eu des analyses un petit peu plus poussées? Qu'est-ce qu'on sait de ces bébés nés de grossesse sous modulateur? Alors, j'aurais dû dire bébé en excellente forme, aucune malformation décrite dans les papiers et un examen clinique à la naissance strictement normal et des contrôles biologiques standards strictement normaux. On n'a pas de recul de suivi sur, par exemple, 3 à 5 ans pour l'instant. Très bien, merci beaucoup.
Une question qui… Alors, je ne sais pas ce qu'est le CRAT. Peut-être que ça c'est l'organisation qui s'occupe de définir si on peut utiliser des médicaments pendant la grossesse et l'allaitement. C'est le centre de référence des infections tératogènes. Excellent, très bien. Alors, c'est un site très bien fait où on peut se connecter, mettre un nom d'une molécule et on a toute une bibliographie qui se déroule pour savoir si on peut l'utiliser ou pas selon le contexte dans lequel on veut l'utiliser. Alors, j'apprends quelque chose et j'en suis très content. Est-ce que vous avez des informations sur une date où le CRAT se positionnerait sur les modulateurs? Ceci pour partager avec les patients et les obstétriciens. Alors, à ma connaissance, pas pour le CRAT, mais il y a l'organisation aux États-Unis est un peu différente et ils ont modifié les recommandations qu'ils faisaient pour les modulateurs en les passant à un niveau de tolérance, je dirais. Et en tout cas aux États-Unis. De la même façon, toujours pour toi qui trie, est-ce qu'on pourrait envisager une étude prospective du suivi des grossesses sous modulateur avec des dosages sanguins chez la mère tout au long de la grossesse et au cordon à la naissance pour connaître un petit peu plus de la pharmacocinétique des molécules pendant la grossesse? Il y a un rapport qui rend compte de dosages qui ont été faits pendant à partir de l'accouchement au centre cordon et ensuite pendant l'allaitement. Et on a des dosages, mais finalement, on ne sait pas très bien comment les interpréter. Et ce qui est rapporté, c'est qu'ils sont extrêmement variables en fonction du temps. Oui, donc pas beaucoup de données sur le passage transplacentaire de ces molécules qui sont… D'accord, d'accord. De nombreux ados arrêtent et reprennent, puis arrêtent et à nouveau reprennent leur modulateur. Est-ce que, c'est plus pour toi Pierre-Régis, est-ce qu'à chacune de ces reprises, ils sont exposés à la réapparition des mêmes effets indésirables s'ils en avaient eu initialement? On n'a plus Pierre-Régis avec nous. Tu m'entends ou pas? Alors, allô? Alors, c'est Pierre-Régis, une question qui t'était destinée. On a certains adolescents qui arrêtent les modulateurs, reprennent, les arrêtent à nouveau. Est-ce qu'ils ont un risque égal à chaque fois de refaire des effets indésirables, notamment respiratoires? Ceux qui ont fait des effets indésirables sévères, habituellement, quand on reprend, ils font des effets indésirables sévères. Par contre, ceux qui ont juste des effets un petit peu modérés et qui s'amusent à arrêter pour différentes raisons, souvent, les 48-72 premières heures, ils sont un peu gênés quand ils reprennent. En tout cas, c'est l'expérience qu'on en a, mais il n'y a pas grand-chose là-dessus. De la même façon, une question qui t'est destinée, Pierre-Régis, à partir du moment où on connaît la dysfonction de CFTR dans la BPCO, est-ce qu'il y a des essais actuellement en cours sur l'intérêt des modulateurs dans cette pathologie? Il y a des projets d'essais. À ma connaissance, ils ne sont pas débutés, mais peut-être que ma connaissance n'est pas parfaite. L'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que la fumée du tabac inactive CFTR. Donc, en fait, c'est une idée de dysfonction acquise de CFTR. Ouais. De la même façon, est-ce que dans le suivi d'ATU du Trikafta, il y a eu des grossesses déclarées après la mise en place de la triple combinaison? À ma connaissance, en France, il y en a 6. D'accord. Nous, on a une grossesse, hein. Bon, on n'est pas très fiers, on le dit quand même. On a une grossesse que, pour répondre à des questions que j'ai vues passer, je dirais que c'est un accident désiré. Parce que, c'est ça, voilà. Que la patiente, elle nous a dit qu'elle avait une contraception, puis en fait, rétrospectivement, quand elle est tombée enceinte, on a compris que ça faisait 7-8 ans qu'elle rêvait que de ça. Pour l'instant, elle va bien, donc on a demandé au CRAT qui nous a dit que il fallait essayer d'arrêter le Trikafta au premier trimestre de grossesse pour le reprendre au deuxième. Et quand on l'a arrêté, la patiente s'est sentie très mal, parce que par définition, c'est une patiente sévère. Et du coup, on l'a repris. Pour l'instant, elle a eu sa deuxième écho qui est normale. Mais juste une question quand même là-dessus, je ne comprends pas la logique, parce qu'à partir du moment où la grossesse est débutée avec déjà un traitement par Kaftrio, enfin que la grossesse a débuté sous Kaftrio, en principe, il n'y a plus d'intérêt à arrêter le traitement au premier trimestre. Je ne sais pas, les pédiatres doivent connaître ça beaucoup mieux que nous, mais habituellement, c'est ce que nous disent les obstétriciens. Je pense que c'était ce qui, dans tous les cas rapportés dans la littérature, c'était vraiment la crainte de ce qui allait se passer sous modulateur. Et au moment où ils se rendent compte qu'elles sont enceintes, ils arrêtent un peu urgemment.
Et finalement, chez les patientes les plus sévères, ils reprennent après 2-3 semaines d'arrêt, quoi. Enfin, on a en commun avec les gens de Foch un cas extrêmement malheureux d'une patiente qui était enceinte sous Lumacaftor, Ivacaftor, qui a interrompu le Lumacaftor, Ivacaftor, et derrière, ça s'est extrêmement mal passé. Donc, je pense... Les questions continuent. Merci. Les questions continuent d'arriver. Malheureusement, on va arriver au bout de la session, mais juste une qui est destinée à Anne Minck. A-t-on connaissance de plus de SOID sous modulateur? Ça n'a pas été rapporté jusqu'à maintenant, c'est étonnant. Effectivement, ça pourrait aller dans les deux sens. On pourrait penser qu'il y en ait moins sous modulateur, parce que c'est pas tellement lié aux enzymes pancréatiques. Le SOID, c'est lié à un problème de l'impact de la motricité, l'impact de l'importance du mucus, l'importance... Et du coup, jusqu'à présent, c'est très peu analysé. Alors, je ne sais pas si Pierre-Régis, sur ces 845 cas, peut retrouver cet item, mais c'est vrai qu'en refaisant la biblio, j'étais un peu déçue de ne pas voir sortir ce fameux SOID. Absolument. Ça reste une pathologie rare, pas sûr que même avec 845 malades sur un an, on arrive à sortir quelque chose. Oui. Une question très pratique. C'est un peu comme les épisodes de pancréatite, hein, Pierre-Régis. Ouais. Donc, on pourrait avoir sur 845 ceux qui en ont eu précédemment, voir si jamais sur l'année. Ouais, sauf que les pancréatites dans la cohorte Orkambi, comme c'est des delta F508 homozygotes, ils sont tous insuffisants pancréatiques et du coup, il n'y a pas beaucoup de pancréatites. Non, mais je te parle des suffisants pancréatiques qui ont été rapportés sous Ivacaftor et qui ont moins d'épisodes. Je pense qu'on pourrait regarder de plus près pour... Une question très pratique, et ça sera sûrement la dernière parce qu'il est déjà 17h02. Sous modulateur, en cas d'épisode de pancréatite, est-ce qu'il faut limiter l'alimentation lipide? Anne Minck. Quand vous demandez aux adultes ce qu'il faut faire sur des pancréatites, actuellement, on a tendance à maintenir un régime normal. Nous, en tant que pédiatres, si on essaye de faire ça, ça se passe pas bien. Donc, c'est très difficile d'adhérer aux recommandations qui sont de maintenir le plus possible un régime même riche en lipides lors d'une poussée de pancréatite parce qu'ils ont vraiment mal au ventre et le fait de soulager l'alimentation lipidique les soulage. Donc moi, j'ai du mal à répondre oui et à le faire. Enfin, j'avais du mal à répondre oui et à le faire. Et les recommandations sont celles-là, de ne pas arrêter le régime lipidique. Je suis désolé pour tous ceux qui ont posé des questions, des commentaires que j'aurais pas eu le temps de prendre en compte. Et il y en a notamment sur l'enrichissement du registre national, un sur l'ATU, CAF Trio. Je suis désolé, mais on va être obligé de clore la session. Donc, je voudrais remercier toutes les oratrices et l'orateur de cette quatrième plénière, très riche de discussions et de commentaires. J'avais même du mal à suivre puisque les questions continuaient d'arriver au fur et à mesure que nous étions en train de discuter. Et puis, donc, je profite des quelques minutes qui me restent pour clore ces 14e journées scientifiques de la mucoviscidose. D'abord, en remerciant tous les organisateurs, les orateurs pour la qualité de leur présentation, les modérateurs et donc les très nombreux participants. Vous avez été plus de 210 à cette dernière session à participer et ces interactions virtuelles, mais toujours très actives. Alors, ce qu'il faut retenir de ces journées, c'est, on le voit bien, la place importante des modulateurs hautement efficaces et des bénéfices qui sont à attendre à la fois sur le plan respiratoire et extra-respiratoire. La place qui est encore très importante des autres traitements, qu'ils soient validés, c'est les traitements de tous les jours. Et on pourrait évidemment considérer que la transplantation est un traitement évidemment important, même s'il est plus exceptionnel. Et aussi de l'importance des traitements qui seront à valider, et notamment, on l'a bien entendu ce matin, de la place de la phagothérapie et de la nécessité de l'évaluation de ces thérapeutiques. Et de l'importance du processus de transition vers les centres adultes, du meilleur itinéraire à trouver pour tous les enfants, des parcours personnalisés, et de l'importance de l'implication des adolescents, de leurs familles, mais également des acteurs du monde extra-hospitalier. Alors, pour ceux qui auraient loupé des sessions ou loupé certaines présentations, sachez que toutes les sessions ont été enregistrées et donc elles seront prochainement disponibles sur la plateforme éducative de la filière CFTR Muco. Et puis, dernier point, sur le fait que ces journées sont habituellement l'occasion de réunir les différents groupes de travail de la SFM. Et évidemment, ça n'a pas été possible cette année-là. Je veux d'abord remercier tous les groupes de travail pour leur implication et leur réflexion.
Et sachez que le Conseil médical de la MUCO reçoit très régulièrement les pilotes de ces groupes de travail pour être informés de l'avancée de leurs réflexions. Certains groupes ont cessé de fonctionner, d'autres sont créés. C'est notamment le cas du groupe diabète qui est copiloté par Laurence Kester et Laurence Weiss, TCRCM de Strasbourg. Alors, espérons maintenant que nous n'aurons pas à attendre les prochaines journées scientifiques l'année prochaine, en 2021, le 1er et le 2 avril. Vous avez noté les dates pour nous revoir et discuter et échanger de vive voix, et non pas par ordinateur interposé. Et donc, en attendant de vous revoir, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, de vos proches, prenez soin de vos patients, et puis passez de bonnes fêtes de fin d'année malgré tout. À très bientôt.